troisième conférence. Vous n'aurez pas de troisième arbre demain, puisqu'il n'y aura pas de journal. Mais l'essentiel se passe sur la scène et dans les propos que tiennent les conférenciers. Après un regard croisé sur l'enfance, après une réflexion sur l'éducation globale, une réflexion sur les mutations. Agir pour le monde de demain, éduquer pour demain, suppose de regarder et de comprendre le monde d'aujourd'hui. Alors, pour titiller nos certitudes, pour les questionner, pour donner, redonner le goût d'apprendre, pour créer ensemble et pour tous des bouffées d'oxygène, nous avons demandé à 4 personnes de nous faire partager leur lecture de la situation. À Ibrahima Bari, tout d'abord, d'apporter son regard à partir de l'Afrique, ce continent qui représente 3 fois l'Europe en superficie. Ibrahima est vice-ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en Guinée. Dans son pays, un vice-ministre est un cadre de l'administration et en Guinée, comme en France, l'administration est au service de l'intérêt général, quelles que soient les circonstances. À David Eloi, ensuite, rédacteur en chef de la revue Altermonde, de nous apporter son analyse sur les mutations, en partant de son expérience des sociétés civiles, notamment celle du Sud. Et puis, pour compléter ces approches, 2 points de vue. Tout d'abord, celui du comité jeune, composé de jeunes militants impliqués pour l'éducation. Ce comité a participé à l'organisation du forum et c'est Fleur Chaussier qui portera le point de vue du comité. Jean-Marie Morel, vice-président du Conseil économique, social et environnemental régional, nous donnera le point de vue de cette instance qui, en région comme au niveau national, apporte des avis et formule des propositions sur les politiques publiques. Ces 4 regards ont pour vocation de nous aider à nous réinterroger pour que les actions éducatives que nous mettrons en place demain permettent à tous de vivre mieux et avec plaisir dans un monde en paix. Ibrahima, tu as la parole pour ouvrir cette conférence. Bonjour, Belkédian, pour mes amis du Fouta, Tanamouri, pour mes amis de la Basse-Guinée, Tanamansi, pour mes amis de la Haute-Guinée, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Guten Tag pour mes amis allemands. Et good morning. Pour l'histoire qui se fait sous nos yeux et sous nos pas, on perçoit maintenant que le progrès, cette direction donnée au temps, forcément orientée vers le mieux, vers le plus, n'est pas le seul sens de l'histoire. Un avenir meilleur pour la planète aurait cessé d'être certitude. Ce progrès, grand mythe providentiel de l'Occident écrit par Edgar Morin, ne forme plus la seule ligne d'horizon. Science et technologie,
n'offre plus de garantie. Le modèle occidental se révèle autant destructeur que producteur. La médaille est donc à deux faces. La face production parvient toujours à extraire des millions de personnes du niveau de vie moyen de 2 $ par jour, mais au bout du chemin, les productions révèlent un autre visage, matériel, lié aux objets, à toujours plus de consommation, qui entraîne et relève l'autre face de la médaille, les destructions et les manques de repères. Après l'expansion sans limite, voici venues les limites de l'expansion. Partout, les signes d'épuisement planétaire se multiplient et la menace est visible à l'œil nu, presque partout et presque par tous. Conservons-nous encore l'illusion que les modèles économiques occidentaux qui sont utilisés et qu'on voudrait imposer aux autres sont à même de résoudre les problèmes de l'humanité? Je crois fortement que ces itinéraires géopolitiques interrogent ces modèles, puisque voici venue la fin du temps à une seule direction. L'Afrique, et en particulier la région subsaharienne, à l'instar de plusieurs autres régions, je pense à l'Asie, à l'Amérique du Sud, connaît aujourd'hui de nombreux problèmes s'inscrivant dans le cadre global de la crise profonde et multiforme que connaît le monde. Généralement, les actions entreprises se sont limitées à des aspects parcellaires, sans prendre en compte ni tous les aspects ou facteurs en cause, ni tous les acteurs potentiellement concernés par les problèmes visés. Mais alors, de quelle crise parle-t-on dans nos pays? Dans mon pays, la Guinée. Évidemment, qu'on parle de toutes les crises sociales, politiques, économiques et environnementales. En effet, le contexte mondial actuel et en particulier africain est marqué par différentes crises qui se manifestent sous diverses formes que sont le désœuvrement, le chômage et le mal-être des jeunes. Qu'il s'agisse de la mauvaise gouvernance et l'antidémocratie des pouvoirs politiques, provoquant des soulèvements populaires qui sont de théories de plusieurs centaines, voire des milliers de personnes, de la corruption et de l'accumulation des déficits publics. Je veux parler de la réduction drastique de l'aide publique au développement qui a été promis par les États riches aux États pauvres de la planète. De la dérégulation du système financier international avec ses conséquences sur les pauvres producteurs africains. Je pense au prix du coton du paysan burkinabé et du prix des matières premières minérales, de la fracture numérique, du fossé de l'éducation et de la scolarité entre enfants des pays riches et pays pauvres, de déforestation ou de surpêche, de toutes les pratiques conduisant à surexploiter les ressources naturelles. Je veux penser à la forêt amazonienne, je veux penser aussi au thon rouge de la Méditerranée. Tout cela contribue au déséquilibre écologique général de la planète. Ces questions sont donc abordées par les Africains dans la dimension nationale et internationale. Alors, commençons par l'injustice climatique. Phénomène d'ampleur planétaire, le réchauffement climatique n'affectera pas de la même manière les pays industrialisés et les pays en développement comme le mien. En effet, le réchauffement climatique est dû à l'activité industrielle des multinationales occidentales et asiatiques qui impactent dramatiquement la vie de millions de personnes, notamment par la raréfaction de l'eau et l'avancée du désert. Outre les catastrophes de grande envergure, il continue de se produire une multitude d'accidents de moindre impact,
qui contribuent à polluer un peu plus les mers et les terres. Aucune région du monde ne semble épargnée. Comme le montre la marée noire qui, depuis juin 2011, se répand dans le golfe de Bohai, dans le nord de la Chine. Ou encore la catastrophe silencieuse qui affecte depuis 50 ans le delta du Niger au Nigeria. En l'espèce, dans l'anonymat le plus total, le pétrole issu des fuites d'oléoducs vétustes ou mal entretenus se déverse quotidiennement dans cette région marécageuse, riche en hydrocarbures, polluant et compromettant les ressources agricoles et maritimes, pourtant vitales aux millions de personnes dans cette région. Au cœur des négociations internationales sur le climat se trouve une question centrale. Qui doit rembourser la dette climatique? Ce qu'il faut retenir, à mon avis, le changement climatique a beau être une problématique globale, tous les États ne contribuent pas de la même manière aux émissions de gaz à effet de serre. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, les pays industrialisés ont une responsabilité particulière. Même s'ils ne représentent que 15% de la population mondiale, ils sont, avec la moitié des émissions de gaz carbonique, les principaux émetteurs du gaz à effet de serre aujourd'hui. Par ailleurs, leur modèle de développement économique, depuis la révolution industrielle, dommage d'ailleurs que certains pays en voie de développement cherchent à copier ce modèle au nom du bien-être des peuples. Ce modèle de développement donc a conduit à l'accumulation du gaz à effet de serre dans l'atmosphère, créant les conditions de désordre climatique qui contribuent par exemple à la remontée des eaux des océans, menaçant d'engloutir à terme des villes côtières entières comme la capitale de mon pays, Conakry, où vivent aujourd'hui 2 millions d'habitants. Selon le PNUD, ils seraient collectivement responsables de plus de 70% de la production du gaz carbonique d'origine fossile émis depuis l'ère industrielle. Sommés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dès à présent, ils doivent en même temps répondre de la dette climatique qu'ils ont contractée envers tout le reste du monde. Cette situation est vécue comme une violation des pays forts vis-à-vis des pays faibles. Aussi, qu'elles aient été régies par le droit de la guerre qui se met en place à partir du XVIIe siècle pour tenter de réglementer les violences entre États, qu'elles soient autorisées par les dispositions de la Charte des Nations Unies adoptée en 1945, qui prévoit les cas de recours à la force, ou qu'elles soient décidées ou déclenchées unilatéralement par les États hors de tout cadre juridique international, les guerres ont longtemps été considérées comme la principale source de violence sur la planète mondiale. En ce début du XXIe siècle, loin de disparaître, les affrontements entre armées régulières continuent d'alimenter la chronique des violences dans le monde, comme le montrent des guerres aussi différentes que celles des années 2000 en Irak, en Géorgie ou récemment en Libye. À côté de ces guerres entre États, la scène internationale a surtout vu se multiplier, depuis la fin de la guerre froide, les guerres internes aux États, comme très malheureusement sur le continent africain. Je veux penser à la guerre en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Nigeria et dans la Casamance au Sénégal. Il faut noter que l'évolution des conflits et des formes de violence politique dans le monde s'est notamment traduite par un changement de la nature des victimes touchées. Alors qu'au début du XXe siècle,
les militaires représentaient la majorité des victimes des conflits, 5% seulement d'entre elles étant des civils. Un siècle plus tard, le rapport s'est inversé avec 90% de victimes civiles dans les conflits. Avec leur lot de déplacés et de réfugiés, notamment de femmes et d'enfants, les violences politiques contemporaines et en particulier les violences infra-étatiques ont placé les individus au centre des attentions et des enjeux sécuritaires en portant directement atteinte à l'intégrité physique des personnes. La sécurité internationale, ne pouvant plus dès lors se réduire à la sécurité des États, il importe désormais de prendre en considération la sécurité des individus composant ces sociétés, en temps de guerre comme en temps de paix. Il s'agit là à la fois de protéger les gens contre les menaces aiguës qui pèsent sur leur sort et de leur donner les moyens de prendre en main leur destin. Évidemment que cela signifie également élaborer des systèmes qui donnent aux gens les bases de la survie, de la dignité et du bien-être minimum, obligeant ainsi à faire des questions de pauvreté, de santé, d'alimentation et d'éducation des sujets centraux pour les gouvernements, pour les sociétés civiles et la communauté internationale. Dans ces violences, peut-on taire ce qu'on appelle les conflits sans nom, anciennes ou récentes, guerre civile ou guerre entre États, conflits gelés ou de basse intensité, guérilla militaire ou urbaine, conflits pour des territoires, des ressources, de la reconnaissance, revendications autonomistes ou nationalistes. Ces conflits sans nom alimentent les violences politiques de ce début du XXIe siècle. Ils constituent des conflits aux contours flous et aux modules devenus imprécis avec le temps. À une autre époque, on aurait pu faire l'objet d'attention particulière de la communauté internationale et des médias. Désormais, seul un événement majeur, un drame, un cessez-le-feu éventuel vient parfois rappeler leur existence. Que ces conflits aient fait l'objet d'une résolution, qu'ils soient en cours ou à peine éteints, leur violence passée demeure présente et continue d'affecter les populations, rendant leur quotidien et leur avenir toujours incertains. En raison de l'oubli qui les accompagne et de la réapparition sporadique sur l'agenda médiatique international, ces conflits semblent interminables. Là aussi, aucun continent n'est épargné. Que l'on pense aux rébellions Karen, Kachin ou Shan en Birmanie, aux revendications des Indiens Mapuche en Chili, aux tensions autour du Cachemire entre l'Inde et le Pakistan, aux revendications séparatistes en Casamance, au sud du Sénégal, de l'Azawad au nord du Mali, aux querelles autour du Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Que l'on songe à l'insurrection communiste qui dure depuis plus de 40 ans aux Philippines, principalement dans les zones rurales, aux rébellions au Tchad, au Congo démocratique, en Centrafrique, aux conflits interethniques au Nigeria et au Burundi, et du Pays basque en Espagne. Ils sont là, ces conflits. En outre, parti de Tunisie en décembre 2010, la contestation sociale s'est transformée en révolte politique dans de nombreux pays du monde arabe, au point que certains les comparent déjà aux révolutions du XVIIIe siècle en Europe.
alors que les situations se révèlent différentes d'un pays à un autre, on peut s'interroger sur les raisons qui expliquent un tel embrasement de la région. Dans ce registre, on peut mentionner le fonctionnement des régimes politiques, notamment l'absence de multipartisme, le verrouillage de l'opposition lorsqu'elle existe, le contrôle de l'économie par des clans restreints proches du pouvoir, ou encore le maintien au pouvoir des dirigeants durant de longues années. À côté de ces facteurs politiques, démographiques et sociaux, les nouveaux outils de communication ont favorisé la contestation populaire portée par une jeunesse pourtant alphabétisée mais sans perspective d'emploi. Que dire du Sahel? Dans ces conflits, la drogue prend aussi de plus en plus de la place et le Sahel devient l'une des plaques tournantes de ce trafic mortel. En effet, situé entre l'océan Atlantique et le lac Tchad, entre le Sahara et les fleuves Niger et Sénégal, le Sahel est désormais qualifié de zone grise, c'est-à-dire de zone de non-droit, et placé sur l'agenda international au gré de la hausse de la contrebande, des trafics de drogue, d'armes et de migrants, de résurgence des rébellions armées. Donc aujourd'hui, tous les États sahéliens sont en première ligne. C'est la Mauritanie, c'est le Mali, c'est le Sénégal, c'est le nord du Nigeria et dans une certaine mesure, le Burkina Faso. Ces pays sont les plus directement concernés par ces menaces. Ils appartiennent tous à la catégorie des pays les moins avancés qui, selon une définition des Nations Unies, n'ont pas les moyens de fournir les services sociaux de base à leur population, comme l'accès à la santé, à l'éducation et à la sécurité. Avec une superficie de près de 1 million de kilomètres carrés, soit 3 fois l'Allemagne, dont la moitié nord est formée de déserts, ces États ne peuvent contrôler et administrer efficacement l'ensemble du territoire, créant ainsi des zones dans lesquelles trafiquants, rebelles et terroristes peuvent opérer tranquillement. Délaissés par leur gouvernement, les habitants ont peu de raisons de coopérer avec l'État central et n'hésitent surtout pas à tirer profit des opportunités qui se présentent, fussent-elles criminelles. Sur la prolifération nucléaire, ce qu'on pourrait aussi appeler la lutte entre pays forts et pays faibles, depuis une dizaine d'années, l'attention a été portée sur les tensions avec la Corée du Nord et l'Iran. Au-delà de la menace que ces États proliférants représentent pour la sécurité internationale, c'est l'ensemble de l'ordre nucléaire mondial qui se trouve aujourd'hui en débat, à commencer par la question du désarmement. En effet, plusieurs catégories d'États doivent être distinguées. Il y a 8 États sur 192 membres des Nations Unies qui disposent de l'arme nucléaire. Parmi eux, il existe 5 puissances nucléaires officielles. C'est les États-Unis, c'est la Russie, c'est le Royaume-Uni, c'est la France et c'est la Chine. Ces États ont réalisé leur essai avant le 1er janvier 1967. 3 États autres sont appelés les États dits du seuil. C'est l'Inde, le Pakistan et l'Israël, qui ont toujours refusé de signer le traité de non-prolifération. On trouve ensuite les États proliférants, que sont bien sûr la Corée et l'Iran, signataires du traité de non-prolifération et candidats à l'acquisition de ce type d'armes.
Il faut remarquer que le régime nucléaire mondial, instauré par le traité de non-prolifération, repose sur une inégalité stratégique entre les 5 États autorisés à détenir l'arme nucléaire et le reste du monde composé de 189 États. Selon une étude récente, les 100 premières firmes productrices d'armes au monde ont affiché en 2010 un chiffre d'affaires de 401 milliards de dollars, soit 38% du marché mondial de 1055 milliards de dollars. Parmi elles, 44 sont installées aux États-Unis et 24 dans l'Union européenne. Il faut noter que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies comptent pour 72% des exportations mondiales. Ce décor m'amène à jeter un coup d'œil sur ce que les chercheurs appellent l'insécurité sociale mondiale. L'inégale répartition des ressources économiques, agricoles et hydriques mondiales continue de maintenir dans le dénuement et la misère de nombreuses personnes. Sur fond d'accroissement démographique et de crise économique mondiale, et malgré les progrès réalisés, certains objectifs du millénaire pour le développement ne seront hélas pas atteints aujourd'hui. Aujourd'hui encore, les pays en voie de développement accueillent 98% des personnes sous-alimentées. En raison des effets de la crise économique de 2008 et la flambée des prix des denrées alimentaires, près de 44 millions de personnes auraient basculé au second semestre de 2010 dans un état d'extrême pauvreté, c'est-à-dire vivant avec 1,25 $. Pourtant, en Afrique subsaharienne, à l'instar des autres continents, la tendance à la réduction de la pauvreté est enclenchée. Maintenant, parlons aussi de la santé pour tous. Elle a été placée au cœur des objectifs du millénaire de développement. Toutefois, malgré les progrès de la médecine qui ont permis d'améliorer les conditions de vie de nombreuses personnes, l'accès à la santé demeure encore largement inégalitaire à l'échelle mondiale. Je partage largement l'analyse portée hier par Mme Belobé. Je rappelle simplement que les premières victimes de maladies infectieuses, que ce soit le paludisme, le VIH, le choléra, la tuberculose, se trouvent encore dans les pays en développement, et cela en dépit des progrès réalisés dans ces dernières années dans le traitement de ces pathologies. La pauvreté, la difficulté d'accès aux médicaments et aux soins et l'insuffisance d'éducation maintiennent encore ces populations dans un état de vulnérabilité permanente. Que dire de l'analphabétisme? Dans la conférence d'hier, Mme Belloubet a évoqué éloquemment cette question. Je n'y reviendrai donc pas. Toutefois, je tiens à souligner que les raisons et les obstacles qui entravent l'accès des enfants à l'école sont multiples. Le premier obstacle est la pauvreté, dont les effets agissent tant au niveau national que mondial, creusant l'écart entre pays développés et en développement. Chez ces derniers, de nombreux enfants sont détournés du chemin de l'école parce qu'ils doivent pourvoir aux besoins de la famille et travailler. D'après l'UNICEF, près de 160 millions d'enfants de 5 à 14 ans travaillent. Cela équivaut, bien sûr, à un enfant sur 6 dans le monde, un enfant sur 3 en moyenne en Afrique subsaharienne et voire même un enfant sur 2 dans certains de ces pays. L'insécurité et les conflits
sont la deuxième barrière qui empêche l'accès à l'éducation et à l'alphabétisation pour tous. Le dernier obstacle à l'éducation pour tous étant l'inégalité entre les genres. 2/3 des adultes analphabètes dans le monde sont des femmes. Et plus de la moitié des enfants non scolarisés sont des filles, auxquelles on a interdit l'accès à l'école pour des raisons liées à la pauvreté ou aux pesanteurs culturelles. Si la reconstruction du système éducatif et scolaire est essentielle pour un pays, dans de nombreux pays en voie de développement, elle vient toujours après les besoins les plus urgents. C'est pourtant là que se joue l'avenir des nouvelles générations. Un avenir qui peut être tourné vers la culture de la paix plutôt que vers l'intolérance. Ce qui m'autorise à parler de migration. Phénomène d'ampleur mondiale, les migrations relèvent tout à la fois un monde socialement fracturé et inégalitaire et en même temps riche de potentialités. Instrumentalisés par certains discours politiques dans les pays du Nord, les migrants, d'où qu'ils viennent, contraints ou volontaires, ont bien souvent fait le pari d'une vie meilleure ailleurs. Objet d'une instrumentalisation tous azimuts, les migrations sont aujourd'hui source de tensions potentielles ou avérées entre pays d'origine et pays d'accueil. Sans faire l'apologie de ce phénomène, la coopération sur ce sujet est à terme inéluctable afin de développer une stratégie gagnant-gagnant où les migrants eux-mêmes ne seraient plus seulement des individus gênants, tantôt victimes, tantôt coupables, mais des acteurs à part entière de la mondialisation. Et dans ce contexte, l'Afrique trace sa voie dans le développement. L'enjeu n'est-il pas aujourd'hui donc de permettre aux personnes de vivre dignement dans leur pays? En conclusion, je veux dire que bien d'autres bouleversements technologiques, financiers, religieux, culturels et personnels s'ajoutent à cette longue liste qui rendront moins déchiffrable et plus précaire encore le monde dans lequel nous cherchons à vivre, à survivre. Alors, face à cette situation mondiale, quel rôle et place de l'éducation dans la construction du monde de demain? Et cela, au nord comme au sud, dans les divers volets de développement durable que sont la protection de l'environnement, l'amélioration de la gouvernance, de la consolidation de la démocratie et de la paix, le développement de la solidarité, de l'égalité et de la fraternité, dans le respect et la confiance réciproque. À mon avis, la promotion de l'éducation formelle, informelle et non formelle, se basant sur des déterminants de l'éducation populaire, est un des leviers importants pour le développement durable et le bien-être des individus sur lesquels État et société civile devraient s'appuyer. Pour finir, sans avoir le sentiment d'avoir abordé toutes les questions liées aux crises, voilà comment un Africain vivant sur le continent qui interroge regarde les défis du monde. Alors, quelles sont les conditions à créer pour les relever? Mahatma Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et en Afrique, un proverbe dit « La force du baobab est dans ses racines ».
Alors, ensemble, enracinons profondément ces racines dans la construction d'un monde de bonheur pour tous. Je vous remercie. Merci Ibrahima de cette contribution et de ce regard. Simple information, nous n'avons aucun intérêt économique chez Jean-Christophe Victor, mais simplement vous communiquer ce livre-là qui s'appelle Le Dessous des cartes. Jean-Christophe Victor est le fils de Paul-Émile Victor et a choisi de poursuivre le travail de son père en mettant en forme un certain nombre de choses. Elles sont très bien faites pédagogiquement et je vous encourage soit à le regarder, soit à suivre l'émission qui se déroule sur Arte et qui reprend des petits films de 12 minutes sur un certain nombre de situations qui ont été évoquées là. Un autre regard, David Eloi, les sociétés civiles, quelle place ? Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de régler pour pouvoir avoir mon texte, sinon c'est compliqué. C'est bon. Alors, avant de commencer, je ne peux pas m'empêcher de faire une petite incise, un petit commentaire, parce que je suis journaliste, donc je voulais réagir au journal qui a eu lieu juste avant que nous ne prenions la place ici. Je voulais juste féliciter les organisateurs pour ce journal que j'ai trouvé très intéressant, passionnant, punchy, dynamisant. C'est assez rare pour être souligné. Je trouve que ça mettait en avant beaucoup de dynamique portée par des acteurs, beaucoup de projets alternatifs. Et j'ai beaucoup aimé personnellement l'intervention donc de Samuel du Québec en fin de journal. Je pense que ce qu'il a dit est très important. Il a parlé de résistance et c'est vrai qu'on a toujours une vision un peu négative de la résistance. On se dit bah oui mais on résiste. Quand on résiste, on ne fait pas grand-chose d'autre que dire non. En fait, c'est pas vrai. Moi, j'ai un livre de chevet qui a été écrit il y a quelques années par un philosophe et psychanalyste, j'aime bien ce mélange, qui s'appelle Miguel Benassayag, avec la journaliste Florence Aubenas, qui s'appelait « Résister, c'est créer ». Et je pense qu'effectivement, le mouvement de résistance aujourd'hui au Québec est un mouvement qui invente des choses, qu'il porte en lui les germes de transformation sociale profonde. Et en ça, il est intéressant pour le Québec, il est intéressant à observer et à soutenir pour l'ensemble des mouvements qui sont ici. Voilà, j'en arrête là, je viens déjà de prendre 10% de mon temps de parole. Alors, une fois que j'ai dit ça, je reviens au sujet du jour. Donc, imaginer et rendre possible un nouveau mode de vivre ensemble. Alors, c'est sûr qu'une telle question, qui plus est à l'échelle de la planète, est un véritable défi. Ibrahima a exposé toutes les crises, toutes les difficultés, l'ampleur des problèmes auxquels l'humanité est confrontée, et c'est vrai que ça fait plutôt froid dans le dos. Froid dans le dos ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas des mouvements qui agissent, mais c'est vrai que le défi est titanesque. La question posée aujourd'hui, à mon sens, elle est importante pour deux raisons, aujourd'hui. D'une part, parce que la crise profonde dans laquelle s'enfonce le monde appelle à une réaffirmation sans appel de l'urgence et de la nécessité d'asseoir nos sociétés sur des valeurs d'égalité, de solidarité et de fraternité. Et je suis journaliste, donc je vais vous faire beaucoup de citations, j'aime bien ça, ça fait partie de mon métier. Je ne peux résister ici je ne vais pas dire le plaisir, ça serait un petit peu exagéré, mais je ne peux résister à la tentation de citer les récents propos de Christine Lagarde, directrice générale du FMI, ancienne ministre de l'économie et des finances en France, qui déclarait donc récemment dans le quotidien britannique The Guardian, c'était le 25 mai, je cite, « Je pense que les Grecs devraient s'aider mutuellement en payant tous leurs impôts. » Ensuite, elle critique un petit peu en disant « Tous ces gens qui tentent en permanence d'échapper à l'impôt, c'est inadmissible. » Puis elle enchaîne en disant, et je pense que la situation vous intéressera, « Je pense davantage à ces petits-enfants d'une école d'un petit village du Niger qui n'ont que 2 heures de cours par jour, qui partagent une chaise pour 3 et qui cherchent passionnément à avoir accès à l'éducation. Je pense à eux en permanence, parce que je pense qu'ils ont davantage besoin d'aide que la population d'Athènes. » Cette phrase, elle illustre de manière parfaite l'état d'esprit de beaucoup de gens qui prennent des décisions. Et je pense qu'aujourd'hui, la vraie question est qui prend les décisions, pour qui et comment. Et j'essaierai mon intervention est basée autour de ces questions-là. Donc il est très important aujourd'hui de réfléchir à ces questions au regard de la crise, mais aussi au regard d'une actualité récente. Et je partirai de cet événement-là
pour dérouler mon propos, qui est le récent fiasco de la conférence sur le développement durable, la conférence appelée Rio+20, qui s'est tenue au Brésil récemment du 20 au 22 juin. Car il est difficile aujourd'hui de parler d'un monde en mutation et des incertitudes qu'il engendre sans traiter la question environnementale, ou plutôt, j'ai envie de dire, la fragilité de la planète et la finitude de cette planète sur laquelle nous vivons. Il ne s'agit pas ici évidemment de dire qu'il faut protéger les pandas pour protéger les pandas, même si j'aime beaucoup les pandas. La question c'est la survie collective de l'humanité et de son environnement. Alors, sur cette conférence qui s'est donc déroulée il y a à peine 3 semaines, et pour ceux qui se posent la question, je n'y étais pas. On me pose la question depuis que je suis arrivé, donc je réponds tout de suite. Mais j'ai beaucoup suivi ce qui s'y est fait. Donc, dans la tribune qu'il a publiée le 29 mai dans le journal Libération, donc quelques semaines avant l'événement, donc Ban Ki-moon, qui est le secrétaire général des Nations Unies, je ne vous apprends rien, déclarait « Nous savons que nous ne pouvons pas continuer à pratiquer la politique de la terre brûlée pour parvenir à la postérité. Mais nous n'avons pas mis en œuvre la solution qui s'impose, la seule solution, celle que nous avions déjà retenue il y a 20 ans, le développement durable. » C'est une belle lucidité. Il reconnaît les erreurs. En même temps, c'est très inquiétant parce que ça révèle effectivement l'incapacité des gouvernants à s'emparer des sujets majeurs. Et il concluait dans sa tribune, donc c'est une tribune qui est parue avant le sommet, « Une fois de plus, Rio nous donnera l'occasion de recommencer à zéro, de mettre le cap sur un avenir dans lequel les dimensions économiques, sociales et environnementales de la prospérité et le bien-être de l'humanité s'équilibrent. » C'est peu de dire que les attentes étaient très fortes à Rio. De nombreuses organisations de la société civile ont fait le déplacement. Il y avait un sommet des peuples en même temps que s'est tenu le sommet officiel. Des centaines de délégations venues des 4 coins du monde sont venues. Les attentes étaient fortes. Trop peut-être. Mais il faut reconnaître que le souvenir du premier sommet de la Terre, il y a 20 ans, déjà à Rio, était encore vivace dans les esprits et on sait tous que les anniversaires ont force de symbole. Et de fait, en 92, que retient-on du sommet de la Terre? On retient d'abord qu'il consacre définitivement à l'agenda politique international la question du développement durable. Il intègre dans les préoccupations des gouvernements la question... J'ai donc perdu mon téléphone. Michel, je compte sur toi pour me rappeler à l'ordre sur le temps. Je reprends. Oui, il consacre à l'agenda international la question du développement durable et de l'environnement. C'est le point de départ d'une véritable prise de conscience. Il met également en place 3 grandes conventions internationales. La Convention sur le changement climatique, que vous connaissez tous, la Convention sur la diversité biologique, un peu moins connue, et la Convention sur la lutte contre la désertification, passée aux oubliettes. Ces conventions sont basées sur des principes fondamentaux qui sont très importants, qui sont autant d'acquis à ne pas négliger. Le droit au développement, le principe de précaution, et Ibrahima l'a évoqué tout à l'heure, la responsabilité commune mais différenciée. Ça veut simplement dire qu'on a tous une responsabilité par rapport à l'environnement, par rapport à la pollution, par rapport aux gaz à effet de serre, sauf qu'on n'a pas le même poids, les responsabilités ne sont pas les mêmes puisqu'on n'a pas pollué de la même façon. Donc 3 principes fondamentaux. Et enfin, autre élément au moment du sommet de la Terre de 92, c'est là aussi qu'émerge un mouvement de la société civile à l'échelle internationale sur les questions plus particulièrement d'environnement. Il y avait beaucoup d'ONG d'environnement avant, Greenpeace est beaucoup plus ancien que ce sommet, les Amis de la Terre de la même façon, le WWF idem, mais à Rio se cristallise une prise de conscience collective et l'organisation d'un mouvement qui va, les années passant, se mobiliser pour rappeler systématiquement l'urgence écologique. Et il suffira de se souvenir pour cela de la conférence de Copenhague en 2009, où de même il y avait énormément d'organisations qui avaient fait le déplacement et qui n'étaient pas que des organisations écologistes. Beaucoup d'organisations de solidarité internationale, de défense des droits de l'homme étaient présentes, alors, du Nord et du Sud, étaient présentes à Copenhague, comme elles étaient présentes il y a quelques semaines à Rio. En résumé, donc le sommet de la Terre en 92, c'est un agenda politique qui est tracé pour 20 ans. Et aujourd'hui, quel résultat? On ne peut qu'être déçu. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire oui, mais on a eu beaucoup d'attentes, il faut comprendre, en 92 c'était une période euphorique, nous étions à peine 1 an après l'effondrement de l'Union soviétique, alors peut-être que tout le monde ne s'en souvient pas ici, mais quand même, en 92 l'Union soviétique vient de s'effondrer, 3 ans auparavant c'était la chute du mur de Berlin, tous les espoirs semblaient permis, les incertitudes, les inquiétudes qu'avait pu générer la guerre froide tombent. On parle même de la fin de l'histoire, donc un moment où on se sent porté par un mouvement collectif à l'échelle planétaire. Donc on peut dire que oui, mais à l'époque on était très euphorique, aujourd'hui on est un petit peu plus réaliste.
encore que l'euphorie de l'époque, il faudrait peut-être relativiser parce que sur l'armée dans son contexte, elle est parfaitement compréhensible, mais cette euphorie n'explique pas les lendemains qui déchantent. Dans l'intervalle, je vous rappelle cette phrase, cette grande phrase de notre illustre président Jacques Chirac à la conférence de Johannesburg en 2002, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Eh bien, la maison, elle brûle toujours, l'incendie s'est étendu et on ne peut pas dire que vraiment les questions environnementales, au sens large, soient bien prises en compte aujourd'hui par la communauté internationale. Et de l'avis de toutes les composantes de la société civile, donc je vous dis, écologistes, droits de l'homme, solidarité internationale, si je reviens au sommet qui a eu lieu il y a quelques semaines, le sommet de Rio+1 est un échec patent. Greenpeace l'a qualifié d'un sommet d'échec aux proportions énormes et a considéré que, je cite, « le seul résultat du sommet est une colère tout à fait justifiée, une colère que nous devons transformer en énergie pour agir ». Je pense que là, il y a une idée force qui ressort. Le WWF, qui est pourtant plutôt conciliant, général et compréhensif sur la marche du monde, parle, lui, d'un texte sans contenu fort, et ce, au détriment de la planète. Et même François Hollande, nouveau président de la France, qui a fait le déplacement au sommet, considère que les résultats sont en dessous de nos attentes et de nos responsabilités, dit-il. Dont acte. Donc, on est face à un nouvel échec. Pas de quoi être confiant sur l'avenir au regard des enjeux et des menaces, je dis encore qu'a évoqué tout à l'heure Ibrahima. Je vous ferai grâce de ce que contient la déclaration finale du sommet qui, ironiquement, s'appelle « Le futur que nous voulons ». On aurait bien aimé que son contenu reflète le futur que nous voulons. Ce n'est pas vraiment la réalité, aucune remise en cause des réels défis de la mondialisation, aucune interrogation sur l'épuisement des ressources naturelles, sur l'évolution de l'économie mondiale, rien de tout cela. On ne parle pas des enjeux d'équité, des enjeux d'égalité, de travail décent, de garantie d'accès aux droits. Tout ça, ça passe à la trappe, ça n'existe pas. C'est vaguement évoqué. Quand c'est évoqué, c'est incantatoire, donc ça n'a pas plus de valeur que cela. De fait, si on regarde les 20 ans de développement durable qui viennent de se passer, nous nous apprêtons donc à remettre aux jeunes générations et aux générations futures un patrimoine de moindre valeur que celui que nous avons reçu, ce qui est en totale contradiction avec les principes mêmes du développement durable. Alors, toujours pour Greenpeace, forcément les ONG environnementales ont beaucoup plus réagi que les autres à l'issue du sommet. Greenpeace considère qu'à Rio, nous ne sommes pas parvenus au futur que nous voulons parce que nous n'avons pas les leaders politiques dont nous aurions besoin. Et de l'avis général, effectivement, aujourd'hui, la balle est renvoyée à la société civile qui va devoir redoubler d'efforts dans les prochaines années pour non seulement contraindre les États à faire preuve d'audace et de volonté politique, mais aussi pour apporter la preuve par l'exemple ou l'expérimentation que la sortie de crise est possible, que les défis peuvent être relevés et qu'en fait un autre monde est possible, tout simplement. Ibrahima l'a redit tout à l'heure, la crise que nous traversons aujourd'hui, ce n'est pas une simple crise financière, sinon elle se résoudrait finalement assez facilement, du moins on peut l'espérer. C'est tout à la fois une crise économique, sociale, environnementale et même démocratique. Démocratique, il n'est qu'à voir comment aujourd'hui est gérée la situation grecque, où les populations finalement sont consultées de temps en temps, mais on n'écoute pas leurs réponses en fonction de ce qu'elles disent. Donc nous sommes confrontés à une crise qui est beaucoup plus globale, une crise de notre modèle de société, une crise civilisationnelle. Et aujourd'hui, puisqu'on est dans une crise de modèle, une crise de notre modèle de production, de notre modèle de consommation, de notre modèle de vie, alors quand je dis notre, je suis plutôt au niveau européen ou occidental, même si je suis d'accord avec Ibrahima, les pays du Sud tentent à vouloir copier notre modèle, ils en sont encore très loin, donc je pense que c'est surtout notre modèle à nous qui est en crise. Donc notre modèle est en crise et aujourd'hui ça appelle à la fois à une mobilisation collective mais aussi à une mobilisation individuelle puisque c'est un mode de vie qui est remis en question et donc les solutions à trouver reposent autant sur les individus que sur le collectif. Cette crise, elle n'est pas nouvelle, elle débarque pas, elle est préparée, elle est sous-jacente depuis plusieurs années, elle n'a pas démarré en 2008 comme on nous le dit, elle plonge ses racines bien plus profondément. Et je citerai Alain Lippietz, un économiste donc, qui disait que le déclenchement de la crise mondiale par une crise sur le marché hypothécaire américain, c'était cette fameuse crise des subprimes en 2008, est significatif. Si la crise prend une forme financière, c'est parce que l'insoutenabilité du modèle de développement a été longtemps masquée par des mécanismes de crédit de plus en plus sophistiqués. Le crédit permet de rendre soutenable ce qui ne l'est pas,
en permettant à un ménage, une collectivité locale, voire un pays entier de vivre au-dessus de ses moyens, de consommer plus qu'il ne peut gagner d'année en année. En soi, ce n'est pas forcément une critique du crédit. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça partout et on ne peut pas le faire indéfiniment. Car la planète a ses limites, et je vous rappelle ce chiffre que tout le monde connaît, pour que tous les habitants de la planète puissent vivre avec le niveau de vie d'un Européen, il faudrait juste 5 planètes. Donc, mécaniquement, ça ne marche pas. Au sommet de la Terre, le sommet de la Terre de 92, avec la notion de développement durable, n'a pas remis en cause le système à l'époque. Un système qui, il faut le rappeler, est basé sur 1, la surexploitation des ressources naturelles, et 2, la mise en concurrence des travailleurs aux 4 coins du monde. Donc on a déjà un problème en soi dans la notion même de développement durable telle qu'elle est définie par les Nations Unies. Et de fait, aujourd'hui, ce développement durable, en 20 ans, est devenu un vaste fourre-tout dans lequel tout le monde s'engouffre et où on trouve le pire comme le meilleur. Ouah, mazette. J'en suis à la moitié, donc ça devrait aller. C'est mon assise québécoise et journalistique du départ qui m'a plombé. Alors, les solutions qui ont été proposées au sommet de Rio, je vais aller vite, elles sont de 2 ordres, en fait. Et elles ne satisfont pas les organisations de la société civile qui pourtant sont mobilisées. C'est-à-dire qu'on aboutit à la fin de ce sommet à 2 recommandations qui vont pourtant à contrario de tout ce qui peut être dit par les organisations de la société civile depuis des années et qui sont parfois d'ailleurs entendues par les gouvernements eux-mêmes. La première recommandation, c'est finalement de dire on va recourir aux mécanismes de marché pour trouver des solutions aux différentes crises qui frappent l'humanité. Or, comme le dit si bien Ignacy Sachs, qui est un professeur à l'école des hautes études en sciences sociales de Paris, qui suit des conférences depuis 1972, c'est un vieux monsieur respectable, donc on ne peut pas trop le taxer d'activisme gauchiste, il lui dit est-ce que nous nous rendons vraiment compte que nous sommes assis sur un volcan ? Je ne crois pas. Nous ne pouvons plus nous fier au marché qui a prouvé qu'il est myope, parce qu'il est incapable de penser à long terme et qu'il est socialement insensible. Nous devons revenir à la planification de notre avenir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur ces questions de recours au marché, l'idée n'est pas de dire pas de marché, l'idée est de dire encadrement des marchés. Et de nombreuses organisations de la société civile, aujourd'hui, portent des propositions en ce sens, au nord comme au sud. J'en citerai 2 uniquement pour aller vite. C'est le travail sur les paradis fiscaux, qui est quand même un travail majeur qui est porté par des coalitions un peu partout dans le monde et qui a abouti à une réforme incomplète, mais des listes des paradis fiscaux par l'OCDE, et la campagne sur la taxe sur les transactions financières, une utopie à la fin des années 90 quand se crée le mouvement ATTAC, qui aujourd'hui est repris par l'ensemble par de grandes organisations en disant oui, effectivement, ça peut être intéressant de taxer les transactions financières. Je vous renvoie au petit film qui a été présenté dans le journal par Andrea sur la répartition entre économie réelle et économie spéculative. Mais il faut savoir que la proposition aujourd'hui de la France est moins ambitieuse que la taxe qui existe à Taïwan aujourd'hui. Ça vous donne une idée de l'audace politique dont font preuve nos gouvernants. Et la deuxième solution qu'on nous apporte, c'est de dire oui, mais finalement, on trouvera des solutions technologiques aux problèmes qui se posent. C'est une fuite en avant. L'idée n'est pas de dire qu'il ne faut pas de technologie, bien évidemment. L'idée, c'est pas d'être technophobe. Mais on sait bien que quand on dit la technologie résout les problèmes, c'est qu'on ne veut pas vraiment affronter les problèmes. Petit rappel, il y a quelques années, on nous a dit, pour lutter contre le changement climatique, il faut faire des agrocarburants. Tout le monde y est allé, l'Union européenne en premier, qui a pris des dispositions pour soutenir ça. Aujourd'hui, des mouvements se sont organisés, des mouvements paysans, des mouvements écologistes, des mouvements de consommateurs se sont mobilisés pour dire c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas la bonne solution. Et aujourd'hui, la Banque mondiale, l'OCDE, l'ONU disent ouais, finalement on a fait une erreur, les agrocarburants ne sont pas la solution. Donc on voit bien que le recours trop rapide à la technologie masque souvent un manque de volonté politique. Et j'aurais envie de dire, et ce n'est pas un détail, et je tiens vraiment à insister là-dessus, que quitte à parler d'innovation, on n'est pas toujours obligé de parler d'innovation technologique. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle beaucoup plus souvent d'innovation sociale, parce qu'il se passe énormément de choses dans le monde. Il y a un gisement de progrès considérable dans tous les aspects de la vie, la santé, l'éducation. Les initiatives qui ont été présentées rapidement tout à l'heure le montrent, on peut faire autrement, sans forcément recourir à la technologie, simplement en pensant différemment, en s'organisant différemment et en trouvant des solutions adaptées à nos contextes. Donc moi, j'insiste beaucoup sur cette question de l'innovation sociale, et je pense que l'Afrique,
qui n'a pas la chance de pouvoir se reposer sur le miracle technologique, est un vrai vivier en matière d'innovation sociale. Alors, il faut que je termine, je suppose, hein, là. Oui, quand même. Hein. Ah bah oui, je sais pas ce qu'est ma conclusion, donc c'est bon. Donc, sur le mouvement d'éducation populaire, parce que bon, c'est un peu ce que vous êtes quand même, je dirais, Einstein, on a chacun nos références, disait, pour résoudre un problème, il faut changer l'état d'esprit qui l'a créé. Et pour le coup, on peut dire qu'il s'y connaissait en problème. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au besoin d'un changement profond de nos sociétés, de passer à un nouveau modèle de développement. Pour ce faire, c'est clair que, autre citation, le sous-commandant Marcos, leader de la guérilla zapatiste au Mexique, vous voyez que je prends des exemples un peu variés, disait lui, le problème, c'est que le capitalisme est déjà dans les têtes de chacun d'entre nous. Il a colonisé nos têtes. Il faut commencer par décoloniser nos esprits. Et c'est vrai qu'on est trop souvent, et c'est humain, piégés dans des schémas qui nous ont été inculqués par l'éducation éventuellement, mais par la société, par l'environnement dans lequel on vit. Et aujourd'hui, il y a un énorme travail à faire de décolonisation des esprits pour nous amener à reconsidérer autrement le collectif, à reconsidérer autrement notre capacité à agir ensemble. Aucun expert, aucun chef d'État ne peut prétendre connaître le futur dont nous avons besoin. On ne définira ce futur qu'à partir du moment où on aura fait un réel débat démocratique. Mais pour faire ce réel débat démocratique, encore faut-il que les gens soient prêts à débattre et en capacité de débattre. Il faut que les gens soient en capacité de se sentir, de penser le monde, de se penser dans le monde et de se penser comme acteur du changement du monde. Et je pense que là, le mouvement de l'éducation populaire a un rôle crucial à jouer, une responsabilité énorme à porter pour justement être porteur de cette éducation émancipatrice qui est pour moi le nœud gordien. On ne change rien si on n'aide pas les gens à changer eux-mêmes. La dimension collective est importante, mais la transformation individuelle, compte tenu du contexte dans lequel on est aujourd'hui, elle est fondamentale. J'avais prévu de parler un petit peu, mais là je ne le ferai pas, je le rassure Michel, du débat sur la richesse. Qu'est-ce que la richesse? C'est un débat qu'on a vu un petit peu dans le documentaire sur le sol violette, qui est porté par Patrick Vivray, qui dit, Patrick Vivray, que l'urgence aujourd'hui, c'est de redonner la parole aux gens. Il faut redonner la parole aux gens, leur redonner la capacité à intervenir dans le débat public, mais à intervenir, non pas pour donner son avis et s'en aller, mais à intervenir efficacement et durablement dans le débat public. Et ce débat sur la richesse, il est très intéressant parce qu'il nous amène à nous reposer des questions sur qu'est-ce qui compte pour nous, qu'est-ce qu'on veut garder et qu'est-ce qu'on veut transmettre aux générations futures. Alors, certains d'entre vous, et je conclurai là-dessus, vont me dire, oui, c'est encore du grand discours, c'est gentil. Oui, c'est vrai, je l'admets. Et ça ne nous aide pas à changer le monde. Moi, je pense que si, en fait, quand même, parce qu'il faut faire le deuil du grand soir, il n'y aura pas ou plus d'idées fortes, à mon avis, où on pourra dire, bon, ben voilà, c'est ça le scénario, il faut l'appliquer partout, en tout temps et en tout lieu, et comme ça, on va y arriver. Je pense que ça, c'est illusoire, c'est une des leçons du XXe siècle. Edgar Morin, donc un philosophe, disait récemment, tout est à réformer, tout est à transformer, mais tout a déjà commencé sans qu'on le sache encore. Des myriades d'initiatives fleurissent un peu partout sur la planète. Et moi, je me retrouve dans cette phrase. L'idée, c'est pas que la solution, elle est demain, la solution, elle est déjà aujourd'hui. Elle s'expérimente aujourd'hui. Elle s'expérimente, et nous, on l'observe à Altermonde. Elle s'expérimente au nord, au sud. Elle s'expérimente dans une multitude de projets à différentes échelles, le local, le régional, le national, dans différents domaines, l'éducation, la santé. Et ce sont des expérimentations, des projets qui naissent et qui portent un espoir, qui portent des valeurs sur lesquelles on peut reconstruire un projet de société. Et ce n'est pas parce que ces expérimentations sont localisées, territorialisées, qu'on va juste considérer qu'elles ne sont pas porteuses de changement. Je prendrai l'exemple du sol violette. C'est un des exemples que je voulais citer, donc ça tombe bien, on en a parlé avant, je gagne du temps. Le sol violette est un vrai vecteur de changement local, mais à portée globale. Et on pourrait aussi parler de l'exemple de la gestion de l'eau de New York, mais ça vous me poserez des questions tout à l'heure, ou des coopératives. Nous sommes dans l'année internationale des coopératives. La coopérative est un mode de production qui est particulièrement intéressant parce qu'il permet beaucoup de choses, notamment en matière de démocratie. Et ma dernière phrase de conclusion, ce serait pour dire que cette multitude des possibles, des actions possibles, des projets possibles, certes, elle n'est pas rassurante dans le sens où elle ne fournit pas une solution clé en main, mais elle est la matrice des changements positifs de nos sociétés. C'est elle qu'il faut mettre en lumière, c'est elle qu'il faut encourager, car aujourd'hui, c'est
c'est pas tellement de solutions concrètes dont on a besoin, c'est d'une dynamique, d'un mouvement dont on a besoin, qui va justement permettre de mettre en lumière l'ensemble des innovations qui sont portées par les acteurs des sociétés civiles. Et cette dynamique, elle est aujourd'hui plus que nécessaire. Je l'ai relevé, on en parlait dans le documentaire des Francois de Champagne-Ardenne. Et je pense qu'aujourd'hui, l'une des responsabilités du mouvement d'éducation populaire, c'est ça, c'est d'accompagner les gens, d'accompagner les acteurs pour faire émerger ces propositions qui existent déjà et aider à se sentir acteurs du monde et à agir efficacement et courageusement. Merci. David. Altermonde, vous l'avez dans vos sacoches d'accueil. Ne le cherchez pas en kiosque, il n'y est pas. Par contre, cherchez-le sur le net, vous le trouverez. Flore, le comité jeune, ça lui inspire quoi tout ça? Alors, avant de dire ce que ça peut inspirer, être parole du comité jeune et plus globalement au travers de ce comité d'une jeunesse, des jeunesses d'ici ou d'ailleurs, c'est un exercice difficile, engageant, donc je vais essayer d'être la plus fidèle dans ma réaction. On remarque que effectivement les évolutions des peurs, il y a une évolution des peurs, il y a une inquiétude universelle au-delà des frontières, qui nous amène à envisager pour nous, les jeunes, un avenir incertain. 3 réalités, aujourd'hui, peuvent nous interpeller. La première, la peur de faire moins bien que les générations précédentes, et même de subir un déclassement social. C'est l'évolution, aujourd'hui, de la peur du chômage d'hier. Peur qui reste pour autant réelle au-delà des frontières, nous l'avons entendu dans le propos d'Ibrahima. La deuxième peur, notre peur de la montée des revendications territoriales, qui peuvent manifester par des risques d'affrontement, d'ici ou d'ailleurs, et qui peuvent même être des affrontements communautaires. Au vu des 5, voire des 10 dernières années que nous venons notamment de subir en France. La troisième, la peur des inégalités, encore, entre le Sud et le Nord. Un Nord, qui a peur de ne pouvoir maintenir son développement, un Sud qui a peur de le subir. Pour relever les défis qui s'imposent à nous, jeunes, nous voulons participer avec vous à la construction d'un cheminement pour penser, repenser et faire ensemble. Nous souhaitons vous proposer 3 pistes de réflexion pour réduire nos incertitudes et pour continuer à nous accompagner. La première, créer ensemble des espaces d'expérimentation, des espaces d'erreur, nous permettant de nous projeter, de nous construire un projet de vie, et non uniquement un projet de formation d'un métier ou d'un projet de réussite professionnelle. La deuxième, nous accompagner à reconnaître la diversité des cultures, de ne pas imposer un modèle, de ne pas opposer les jeunes entre eux ou aux autres générations, de nous faire valoir ce que nous sommes en tant que personnes. Et enfin, la troisième, peut-être la plus transversale, peut-être la condition de réussite, celle dont parlait Claude Escaut dans la première conférence, de continuer, de nous accompagner à retrouver le désir d'avancer, le désir de s'épanouir, de s'engager, tout simplement de vivre. Merci pour cette contribution et cet appel à co-construire finalement entre les générations, le passage à une autre génération. Jean-Marie, il y a peu de jeunes représentants comme conseils économiques et sociaux, donc du coup c'est peut-être un appel, mais on ne va pas aborder cette question-là. Donc le point de vue d'un vice-président du Conseil économique. Oui, alors peut-être redire d'où je parle, parce que je ne suis pas sûr que Conseil économique, social, environnemental, ça parle à tout le monde. Et dans mes propos, il pourrait y avoir de l'incompréhension.
C'est une assemblée qui existe dans chaque région, qui existe également au niveau national, et qui est une assemblée consultative. Et elle est composée de 3 collèges à parité. Le premier, on va dire, pour faire simple, c'est tout ce qui représente le monde de l'entreprise et les employeurs, mais également les chambres consulaires et les syndicats d'employeurs. Le deuxième, ce sont les syndicats représentatifs de salariés. Et le troisième, la vie collective. Et c'est là qu'on va retrouver le monde associatif. Dans la présentation de la conférence, la dernière question, c'est sur quel levier les sociétés civiles peuvent-elles s'appuyer pour prendre leur part dans la construction du monde de demain ? Et je dois vous dire que c'est très difficile pour la société civile organisée que nous sommes, en France mais dans le monde, dans un climat d'extrême tension, de crise, d'imaginer avec un minimum de certitude ce que sera la société de demain. Je vais prendre un exemple très trivial et très ras des pâquerettes pour vous aider à comprendre notre problème. On court toujours à l'adaptation des formations aux besoins des entreprises. C'est une espèce de tarte à la crème qui circule. C'est-à-dire qu'on forme trop de ceci, on n'a pas besoin de cela. Et ça montre bien la difficulté que nous avons à savoir, y compris simplement sur ce petit bout, de quels emplois nous aurons besoin demain, et le demain étant très proche, 5 ou 6 ans. Ibrahima évoquait la dette climatique. Et sur cette question-là, la société civile, elle est en grande difficulté. Dans un conseil économique et social qui est constitué pour ses 2/3 des producteurs, qu'ils soient employeurs ou salariés, comment peut-elle prendre en compte la nécessaire réduction des impacts sur le climat ? Le message d'une nouvelle forme de croissance, voire, j'oserais le mot, de décroissance, a forcément du mal à être entendu, puisqu'il pourrait être synonyme de moins d'emplois, de moins de richesses. Tout à l'heure, David évoquait une crise de modèle. Or, ce modèle, c'est celui que nous avons construit, y compris nous, société civile. Vous imaginez la difficulté, et en fait référence à ce que disait Claude Escaut vendredi, comment voulez-vous que nous puissions admettre ces coins d'incertitude ? Et du coup, cela montre sans doute en creux le rôle que doivent jouer globalement les acteurs associatifs, qui sont un peu un espèce de tiers secteur entre patronat et salariés, et particulièrement à l'intérieur de ce secteur associatif, les mouvements d'éducation populaire. Je pense qu'ils doivent contribuer par leur démarche éducative, par des expérimentations conduites sur les territoires, avec les citoyens, à transformer les légitimes inquiétudes en levier de transformation sociale. Et du coup, je tenterai une première affirmation un peu simpliste, un peu contractée, en considérant que le verbe « bousculer » que je vais utiliser, il fait référence à ces coins d'incertitude évoqués par Claude Escaut. Et pour pouvoir bousculer les États et les corps constitués, l'éducation populaire, par ses pratiques éducatives, a pour fonction de reconstruire la confiance en l'avenir. Deuxième approche, à partir de la citation, c'est aussi vendredi ou hier, je ne sais plus, Michel Serres, aucun apprentissage n'évite le voyage. Et il se trouve que dans un rapport que j'avais eu l'honneur de présenter devant le Conseil il y a 5 ans, j'avais utilisé cette parabole du voyage pour aborder la question de la démarche de formation des enfants et des jeunes, et ça va faire directement écho à ce que disait Flore. Lorsqu'on veut voyager, il faut savoir où on veut aller. Et ça veut dire qu'il faut qu'on ait une image de la destination et éventuellement quelques éléments de réalité. Et ça veut dire qu'il faut que dans cet ensemble-là, et en référence à ce que nous ont dit Ibrahima et David, que les jeunes aient aussi conscience de leur rôle de citoyen du monde, et pas seulement « demain je serai mécanicien ». Ça veut dire qu'il faut que nous inventions une nouvelle forme de formation et d'éducation qui prennent en compte cette globalité-là. Je reste convaincu, et je sais que je vais faire réagir quelques-uns d'entre vous, que dans ce cadre-là, le contact entre les jeunes et le monde du travail, mais ça veut dire les entreprises, toutes formes confondues, l'entreprise privée comme l'entreprise publique, le service public, la fonction publique comme la coopérative ou la mutuelle, ou comme l'association.
Ce contact des jeunes pendant leur formation avec ces espaces-là est indispensable pour leur permettre de comprendre, y compris les règles de l'économie. Je pense à l'atelier d'hier. C'est bien quand on va être au cœur avec une approche sensible qu'on va pouvoir alors se projeter. Et je pense que ce que nous disait Ibrahima, ça peut paraître décalé, mais sur la prolifération nucléaire, il faudrait qu'on se l'applique à cette question du parcours d'éducation et de formation. Et donc, deuxième affirmation que je tente, c'est qu'il appartient au mouvement d'éducation populaire de créer des espaces et des situations d'expérimentation. Et j'insiste sur le mot d'expérimentation donc c'est des espaces et des situations qu'on va proposer aux jeunes pour leur permettre de construire un véritable projet de vie, et ça fait directement écho à cette demande du comité jeune, de cet accompagnement, de cette co-construction, dans le respect de ce que nous sommes les uns et les autres, et dans le respect aussi alors des autres générations. Je ne dis pas futures, je dis des autres générations. Je ne suis pas sûr que l'avenir de la planète ne concerne pas aussi les générations plus âgées. Et troisième chose, je voudrais repartir d'une expression d'Ibrahima, l'expansion sans limite et les limites de l'expansion. J'ai dit tout à l'heure que c'était difficile pour la société civile organisée de prendre en compte cette préoccupation-là. Parce que, et Flore l'a rappelé, nous craignons, nous, de perdre notre développement, de perdre notre richesse. Et donc nous courons après cette richesse et ce développement. Et je crois que du coup, c'est l'expérience. Alors, on a repris le sol tous les deux, forcément. Je pense que des expériences de ce type-là sont de nature, sans doute, à montrer que on peut peut-être inventer autrement, sans perdre ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire la satisfaction des besoins. Et il me semble du coup que la société civile, pour qu'elle soit rassurée, doit pouvoir à un moment donné s'appuyer sur ces expériences-là. Il faut que nous ayons un éclairage nouveau. Et il faut que nous modifions profondément nos logiciels de pensée. David l'a évoqué sur la décolonisation de nos esprits, et je pense que la société civile dans son ensemble, elle a besoin de penser autrement. Et moi, je ne connais pas d'autres moyens pour penser autrement que de s'appuyer sur le levier de l'éducation. Et il me semble, dans l'espace dans lequel nous sommes, que, alors j'ai beaucoup de mal avec le terme de formel-informel, mais je vais l'utiliser puisque j'ai bien compris qu'il était dans le discours ici. L'éducation formelle n'est pas en situation, me semble-t-il, d'aider à cette décolonisation des esprits. C'est forcément notre espace à nous d'éducation populaire qui peut le faire, et je pense que du coup, on peut s'appuyer sur le désir, et ça fait écho à ce que disait Flore, parce que c'est ce désir d'un autre monde qui va effectivement mobiliser et permettre d'agir de manière très concrète sur les questions éducatives. Et du coup, je tente une troisième affirmation, qui est que les stratégies éducatives des mouvements d'éducation populaire doivent avoir pour fonction, je dirais bien essentielle, de permettre les innovations sociales, des innovations économiques qui s'inscrivent dans une perspective de développement soutenable. Et je pense que nous ne devons pas avoir peur, ça a été dit hier aussi dans un atelier, d'influencer. L'éducation, par définition, c'est sortir hors d'eux, et je crois que c'est ce qui nous attend pour demain. Merci beaucoup, Jean-Marie. Vous allez avoir les débriefings à partir de ces 3 affirmations, et je vous invite à regagner les salles de débriefing dès maintenant. Nous avons tenu les horaires.